anticiper les comportements futurs. À vrai dire, l'exercice est pour le moins ambitieux si ce n'est difficile. Donc, pour mener à bien cet exercice, on a procédé en 3 temps, et c'est ce qui va structurer cette présentation. Donc, dans un premier temps, de manière évidente, on s'est intéressé aux plus jeunes d'entre nous, donc les fameux millennials, et on est allé les observer, les interroger dans les magasins. Et on en a trouvé des jeunes dans les magasins, on en a trouvé plein. Et à vrai dire, on va vite évacuer le sujet. Deuxième partie, qui sera la plus longue, dans laquelle on partagera avec vous les évolutions de fréquentation de circuits, comme l'évoquait Olivier, avec des analyses spécifiques sur grands frais, sur les magasins bio, sur les spécialistes de la beauté. Et puis dans un troisième temps, on verra dans quelle mesure ce qui explique les évolutions de fréquentation des circuits explique aussi ce qui est en train de changer dans les magasins en termes de processus d'achat. Alors, notre métier à nous chez Eris, ce n'est pas de prédire l'avenir. Par contre, ce qu'on fait plutôt bien, c'est de vous dire ce qui est en train de changer et pourquoi c'est en train de changer. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, les jeunes, enfin les plus jeunes, donc ces fameux millennials, les gens, la cible qu'on a étudiée ici, ce sont les shoppers de 18 à 28 ans, qu'on a observé, interrogés dans les magasins, et qui sont responsables de leurs achats. Ça, c'est un point important. On a exclu les personnes qui vivent encore chez leurs parents. Donc, on a observé, interrogé des gens qui font leurs propres courses et qui sont confrontés à la vraie vie. Avec un premier enseignement qui est qu'en termes de circuits fréquentés, on a ici sur la gauche les circuits fréquentés pour acheter des PGC depuis 6 mois sur la population totale, donc l'hyper, super, pharmacie, etc. On se rend compte que sur les 18-28 ans, on a exactement la même hiérarchie. C'est-à-dire que les 18-28 ans vont aussi en hyper, aussi en supermarché, aussi dans les commerces de quartier pour faire leurs courses PGC. Voilà. Et si on va un cran plus loin sur la fréquence de venue dans ces circuits, on voit qu'on est sur des clients, des shoppers qui vont aussi souvent dans les hyper et dans les super. Donc cette cible-là, les millennials, n'abandonnent absolument pas ni les circuits physiques, ni encore moins les hyper et les supermarchés. Ils aiment aller en magasin. Alors, une fois dans les rayons, donc regardez pas forcément tous les chiffres, mais on est sur des indicateurs comportementaux qui permettent de décrire ce qui se passe lorsqu'un shopper est dans un rayon ou dans un magasin. On a sur la gauche les indicateurs sur la population totale et sur la droite, nos fameux jeunes. Et que ce soit sur l'impulsion, sur la lecture d'informations, sur la prédétermination sur la marque, on est sur des chiffres qui sont très proches. Donc ils sont comme nous les jeunes. Ils ne vont pas plus vite dans les rayons, ils ne sont pas plus hésitants, ils ne sont pas plus primo-acheteurs, la première fois que j'achète un produit, ils sont même plutôt un petit peu moins sensibles à l'innovation, mais on est sur des profils qui sont très similaires. Donc ils vont autant en hypermarché et en supermarché que les autres, aussi souvent, et ils se comportent exactement de la même manière dans les magasins. Alors, troisième enseignement, c'est probablement les chiffres les plus surprenants, donc les jeunes et le digital. Alors, pour nous, le digital, c'est 2 choses. C'est préparer ses courses ou faire ses courses avec un écran, et c'est fréquenter les circuits digitaux. Alors, au niveau de la préparation des courses avec Internet, donc avant d'aller faire des courses PGC, est-ce que j'ai utilisé Internet? C'est 2% des courses pour la population totale, c'est 1% chez les 18-28. Le chiffre de droite, c'est est-ce qu'à un moment donné, pendant les courses, j'ai sorti mon téléphone, mon smartphone pour l'utiliser? C'est 4% des courses sur la population totale, chez les 18-28, c'est 3%. Donc c'est peut-être le seul moment du jour ou de la nuit où il le laisse tomber le smartphone, mais il le laisse vraiment tomber. Ça, ce n'est pas du déclaratif, c'est du constaté en magasin. Et au niveau de la fréquentation des circuits digitaux, 48% des Français, depuis 6 mois, ont fréquenté au moins une fois un circuit digital, c'est-à-dire le drive, la livraison à domicile ou un pure player. Les 18-28, c'est un petit peu plus, 55, et c'est essentiellement du fait du drive. Et enfin, les intentions d'achat sur Amazon, c'est pas énorme, 41% sur la population totale, pour acheter des PGC, je précise, pour acheter des PGC. 41% sur la population totale, 46% sur les 18-28. Donc, les shoppers de 18-28 et le digital, bon, on n'y est pas, comme les autres. Je préfère faire mes courses moi-même, c'est un moment cool, je suis détendu. Ils aiment aller dans les magasins. Se faire livrer, jamais de la vie, non, moi, je préfère venir ici et choisir ce que je veux. Donc, aucune désaffection des magasins chez cette cible-là. Et si on les questionne sur l'avenir, quels sont les circuits que vous souhaitez fréquenter plus dans les mois à venir? La première réponse,
C'est l'hypermarché. Première réponse. Et on constate qu'il y a plus de plaisir à faire ses courses chez les 18-28, les courses PGC, c'est 25% qui nous disent ça, que la population totale à 19%. Voilà. Depuis que je fais mes courses pour moi, c'est un plaisir alors que c'était une corvée avec mes parents. Ou quelqu'un qui nous dit, c'est mon petit moment à moi, j'ai la musique sur les oreilles, je réfléchis à ce que je vais préparer à manger et j'aime bien. Voilà pour les plus jeunes. Donc clairement, pour anticiper l'avenir, cette grille de lecture, qui est une grille de lecture par génération, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans les années à venir. Et encore une fois, notre approche, c'est de vous dire ce qui change en ce moment et pourquoi c'est en train de changer. Deuxième partie sur les circuits. Alors, il suffit de citer quelques noms d'enseignes pour réaliser à quel point, peut-être jamais le panorama commercial n'a autant changé qu'en ce moment. Grand Frais, on en a parlé, on va encore beaucoup en parler, Kiko, Amazon, Costco, ça bouge énormément. Donc ce qu'on a cherché à voir ici, c'est si en termes de fréquentation, ça bougeait par rapport aux années précédentes. Donc on vous avait présenté l'an dernier des évolutions à plutôt long terme. Ici, on a regardé ce qui se passait entre 2017 et 2016. Alors au niveau de la fréquentation, qui est le fait d'aller ou de ne pas aller dans un circuit pour faire des courses, on n'a pas de grosses évolutions par rapport à l'an dernier. Là où ça change, c'est la fréquence de venue. Et là où ça change beaucoup, c'est sur la note qui est donnée à chacun des circuits. Alors, on constate qu'il y a des circuits qui étaient déjà fréquentés l'an dernier, mais qui sont fréquentés de plus en plus souvent par les shoppers français. C'est d'abord et surtout des circuits qualitatifs. Les petits marchés, les spécialistes du surgelé, les magasins bio et les producteurs, les petits producteurs. Et puis, il y a aussi des circuits qui progressent en fréquence de venue, qui sont les circuits qui permettent de gagner du temps. Le drive, la livraison à domicile et aussi un petit peu le supermarché. Et ce qui est intéressant, c'est de constater ici que les deux circuits digitaux qui progressent en fréquence sont des émanations des distributeurs classiques et pas les pure players. Alors ce qui change de manière assez prononcée, ce sont les notes attribuées aux différents circuits. Donc là, il y a beaucoup de choses. Sur la gauche du graphique, on a les notes données à chacun des circuits fréquentés par chaque personne qu'on interrogeait. En bleu foncé, les spécialistes. En bleu clair, le digital. Et en rouge, les circuits classiques. Et ce qu'on a sur la droite du graphique, c'est l'évolution de la note par rapport à l'année précédente. Donc, il y a plein d'enseignements ici. Le principal étant que les hyper et les super progressent légèrement en termes de notes, mais comme ils progressent moins vite que les autres, ils reculent de manière très nette en termes de classement. L'hypermarché, sur ce graphique, perd 4 places par rapport à l'année précédente, et idem pour le supermarché. Ce qu'on constate ici, c'est que le fait que les shoppers fréquentent de plus en plus souvent des circuits qualitatifs élève leur niveau d'exigence et quelque part, même si le terme est un petit peu fort, ringardise les hyper et les supermarchés. Lorsqu'on va de plus en plus souvent chez Grand Frais ou chez Sephora ou même chez Picard, mon Carrefour habituel ou mon Leclerc habituel, relativement à ces enseignes-là, souffre de la comparaison, même s'il a progressé. Donc un recul marqué en un an du classement des circuits. Alors, à ce stade-là, c'est tentant de faire le lien avec l'évolution des marchés. L'évolution des marchés en volume sur 2007-2015, c'était plus 0,7%. 2016, badaboum, moins 0,2 en volume et moins 0,2 sur le premier trimestre 2017. Donc clairement, il y a un lien entre cette dégradation de la note relative des hyper et des super et ce qui se passe en termes de vente. La menace grandit. La concurrence des autres circuits est de plus en plus forte. Et troisième élément qui évolue, après la fréquence de venue, la note, la raison de choix d'un circuit. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, lorsque je vais aller faire mes courses PGC, je vais aller plutôt dans ce circuit ou plutôt dans celui-là? Avec un premier élément qui augmente et qui est très explicatif des évolutions de fréquentation, qui est la qualité. De plus en plus, à un moment donné, les shoppers vont dans un circuit pour y trouver de la qualité. Alors ça peut être des produits de qualité, ça peut être une ambiance qui exprime de la qualité, ça peut être la qualité du service, mais ça c'est un phénomène majeur. Et le mot que vous allez entendre le plus aujourd'hui, c'est qualité. Deuxième levier de fréquentation qui augmente, le conseil, voilà, de manière très prononcée dans les magasins bio, et puis ça augmente aussi en hyper, en super et dans les EDMP. Voilà. Alors les chiffres restent faibles,
mais ça montre bien ici qu'il y a certains magasins des circuits classiques qui font des efforts particuliers en termes de conseils, et c'est quelque chose qui fonctionne, même si ça coûte de l'argent de mettre des gens en magasin. Et puis le plus important, c'est celui-là. Le levier de fréquentation des circuits qui augmente dans le plus de circuits, c'est l'exclusivité produit. Je vais là parce que je trouve des produits que je ne trouve pas ailleurs. Voilà. Ça augmente dans plein de circuits, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, qui est que la première raison pour laquelle on va dans un magasin, c'est pour les produits qu'il y a dedans. Et qu'un point de vente ou un circuit qui a des produits spécifiques qu'on ne trouve pas ailleurs dispose d'un avantage qui est de plus en plus concurrentiel. Alors, on va maintenant parler de quelque chose qui relève presque de l'anecdote, parce qu'on va parler de 3% des Français. Mais ça fait plusieurs mois que beaucoup de nos clients nous demandent qu'est-ce qui se passe dans Paris en termes de produits de grande consommation. Donc, on a analysé les fréquentations en termes de circuits des Parisiens intramuros pour constater qu'on est sur un schéma logiquement très atypique, avec une surfréquentation des spécialistes. On a ici les chiffres et les indices. 2 fois plus de fréquentation des cavistes, un indice 173 sur les magasins bio, idem sur le surgelé. Donc on est sur des habitudes de fréquentation qui sont très différentes de ce qui se passe sur le reste de la France. Là où c'est préoccupant, c'est lorsqu'on regarde en haut à droite l'évolution des PGC dans Paris depuis 2013. C'est moins 0,4%. Sur la France, c'est plus 1,1%. Ce n'est pas juste 2016, hein, c'est depuis 2013. Donc on est sur des produits de grande consommation dans les circuits classiques qui souffrent à Paris. Donc oui, Paris est très spécifique. Le panorama commercial est très spécifique, les shoppers sont très spécifiques. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette photo-là n'est pas ce qui va se passer dans les années à venir sur le reste de la France? Parce que ce qu'on voit par ailleurs, c'est que tous ces circuits en vert, du moins la majorité d'entre eux, est en train de se développer sur tout le pays. Bon, après, on peut aussi regarder, pour l'anecdote, les circuits qui sont sous-fréquentés par les Parisiens. Alors, on entend en permanence parler des paniers de fruits et légumes. L'indice sur Paris Intramuros sur les petits producteurs, c'est un indice 33. Donc, on n'y est pas. Et puis, parler de Paris sans parler d'Amazon, c'est aussi frustrant. Donc, on va, comme l'an dernier, dire un petit peu de mal d'Amazon. On a ici le chiffre de la proportion des shoppers qui, depuis 6 mois, ont utilisé Amazon pour acheter au moins une fois des produits de grande consommation. Sur la France, c'est 31%. Ça n'augmente absolument pas par rapport aux années précédentes. Donc il y a quelques mois, Amazon a lancé Prime Now à Paris avec force trompette. La fréquentation d'Amazon sur Paris, c'est 26%. Voilà. Donc ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça ne marchera pas. Là, maintenant, ça ne marche pas. Donc la concurrence sur Paris Intramuros et la concurrence aussi sur l'intégralité du pays, ce sont les autres circuits physiques, ce sont les spécialistes. Ce n'est pas eux. Alors, on va maintenant passer du temps sur 3 circuits qui font l'actualité. Donc là, il y a beaucoup de choses. C'est une fiche d'identité sur les spécialistes de la beauté. Donc Sephora, Kiko et autres. Donc il y a plein d'informations. 38% qui fréquentent depuis 6 mois. Une note qui est bonne et qui est en progression. Et puis surtout, les raisons de fréquentation qui sont les suivantes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pour acheter des produits de beauté, je ne vais pas chez Intermarché ou chez Monoprix ou chez U, mais je vais chez Kiko ou chez Sephora. 1, la qualité. Je vous avais prévenu, on va en parler. 2, le conseil. Et 3, la promotion. Et on constate ici que sur ce circuit, sur cet univers et sur cette cible-là, manifestement, la promotion est un enjeu important. 3e raison de fréquentation. Première attente, c'est de meilleurs avantages fidélité dans l'esprit des gens, ça c'est la promo. Et puis 2e raison de non-fréquentation de ce circuit-là, le prix. Donc on est sur un sujet promotionnel qui est un enjeu, encore une fois, important sur cet univers de produits. Alors, les chiffres que vous allez voir ici prennent en considération toutes les boutiques beauté, cosmétiques, parfumerie qu'on a pu répertorier dans l'outil IRI 360. On a pu répertorier 260 enseignes nationales, beauté, cosmétique, que ce soit en magasin et ou online, vont en parallèle toutes ces enseignes de parfumerie indépendantes. Sur ce secteur d'activité spécialisée, 2 types de réseaux représentent à eux seuls 90% des dépenses, 66% les parfumeries sélectives, donc ça va être tout ce qui est Sephora, Marionneau, Nocibé, beautéprivée.com et autres, et tout ce qui est monobrand, donc qui représente un quart, où on va retrouver les enseignes historiques type Yves Rocher, L'Occitane, Body Shop, et des enseignes plus récentes type Kiko, NYX, Urban Decay, Bobbi Brown, Lush et autres, etc.
Sur ces deux circuits, des comportements différents dans le temps. Quand on regarde ici la courbe des dépenses mois après mois sur les monobrandes, elle est relativement linéaire avec une petite étape sur les beaux jours. À l'opposé, la courbe des dépenses sur la parfumerie sélective, on voit deux pics générés par deux opérations promotionnelles pour booster les Saint-Valentin et la fête des mères. Et voyant ce type de courbe, on s'interroge finalement quelle est la courbe identique au niveau des hypermarchés sur ce type de produit. La courbe des hypermarchés sur ce type de produit montre finalement assez clairement l'importance de la promo, parce qu'on retrouve ici les OP beauté sur les mois d'avril-mai, l'importance de la promo qui, quand elle est massive, quand elle est théâtralisée, voire accompagnée de conseils, elle parvient à déstabiliser les parfumeries sélectives. Pour information, on a fait également l'exercice sur tout ce qui est caviste. On retrouve exactement le même impact sur le mois de septembre, avec les grosses foires au vin, théâtralisées également. Maintenant, sur ce secteur d'activité, le online. Même si l'expérience magasin reste bien évidemment majoritaire, parce qu'il y a toujours ce besoin d'expérience, de sentir le parfum, de tester, de voir les différentes couleurs, le online gagne du terrain, même sur la beauté cosmétique, puisqu'il représente à l'heure actuelle 8% des dépenses. Ce qui est intéressant sur le online, en l'occurrence pour une enseigne qui veut ou s'est déjà développée sur ce type de circuit, c'est que même enseigne, sur le online, le panier moyen est 20% supérieur au panier moyen en magasin. Et petit chiffre qui permet d'imaginer l'impact que peut avoir le online, dans une enseigne comme Sephora, le online représente à l'heure actuelle 25% de magasins Sephora. Avant d'ouvrir 25 magasins, ça prend du temps, et on voit l'importance que peut prendre ce type de vente, en l'occurrence sur des achats prédéfinis. Pour rester sur le online, on avait ici nos deux grands secteurs. Le troisième, le numéro 3, qui représente 4% des dépenses, c'est ce nouveau concept, le concept de la box. Alors la box, qu'est-ce que c'est sur la beauté cosmétique? C'est du Birchbox, j'essaie de bien le dire, Glossy Box, Beautiful Box. Le fonctionnement, vous vous abonnez pour une durée limitée ou pas. Vous donnez votre âge, votre type de peau, type de parfum, type de cheveux et autres, et vous recevez tous les mois une box complètement, totalement adaptée à votre profil. La box, 4% des dépenses, déjà 1,5% des foyers, donc des femmes sur ce marché-là, sont abonnés à une box pour un panier moyen de 16 €. Panier moyen de 16 € tous les mois. La box a un gros avantage, c'est qu'elle cumule toutes les raisons de fréquentation des circuits spécialisés, que ce soit l'accessibilité, le online, la découverte et le conseil, le petit leaflet dans la box hyper qualité qui permet de faire découvrir mieux le produit. La qualité, on le dit, mais on le fait tester, parce que d'ailleurs, vous avez la possibilité de racheter le produit directement sur le site. Et chose très importante, puisque c'est aussi une des grosses attentes des consommateurs à l'heure actuelle sur ce marché-là, la fidélisation. Elle permet, ces 16 €, vous les avez fidélisés tous les mois, vous faites connaître vos marques, et vous les faites en plus rentrer dans une communauté qui va permettre de laisser les shoppers ou les shoppeuses discuter entre elles, mais qui va aussi vous permettre de les interroger sur l'innovation en cours, sur ce qu'elles attendent, et donc de pouvoir être en discussion avec ce type de réseau. Y a-t-il des opportunités sur d'autres catégories? Oui, bien évidemment, et d'ailleurs on en voit plein quand on s'interroge sur le sujet, puisqu'on va retrouver à l'heure actuelle des box sur le vin avec le petit ballon, sur des bières, on va le retrouver sur du prêt à cuisiner, vous recevez votre box avec la recette et tous les ingrédients qui vous permettront de faire la recette, on va le retrouver sur des fleurs, on va retrouver des box qui poussent un petit peu plus loin, qui sont uniquement du fait en France avec les petits Frenchies, on va retrouver des box sur tous les secteurs d'activité. Et on voit clairement que les Français à l'heure actuelle affectionnent particulièrement cette expérience d'être surpris, de découvrir des nouvelles choses et de pouvoir les juger avant de les acheter de façon plus fréquente. Alors, deuxième circuit qui fait l'actualité et qu'on a analysé à la fois avec une étude Shopper et avec les données IRI 360, c'est ce qu'on a appelé les spécialistes du frais. Et derrière, c'est bien évidemment l'enseigne Grand Frais. Donc, même schéma que tout à l'heure. Si on regarde ce qui se passe en termes de raisons de fréquentation, les raisons pour lesquelles, à un moment donné, je vais aller acheter mes produits frais chez Grand Frais et pas ailleurs, c'est et de très loin, la qualité des produits. Qualité réelle ou qualité perçue, mais en tout cas, c'est ce qui est répondu. 2, l'exclusivité.
on en parlait tout à l'heure, je trouve dans ce circuit-là des produits que je ne trouve pas ailleurs. Et troisième raison de fréquentation, la clarté des rayons. Et c'est vrai que Grand Frais, pour parler d'eux, ils sont bons en merchandising. En termes de clarté, en termes de type de mobilier, en termes de qualité d'information qui est proposée aux clients, il y a vraiment des bonnes pratiques à aller chercher. Mais l'information la plus intéressante de cette diapositive, c'est les raisons de non-fréquentation. 50% des non-clients de ce circuit nous disent « je n'y vais pas simplement parce que je n'en ai pas autour de chez moi ». Et que le jour où je vais en avoir, ça risque de changer les choses. Donc c'est pour ça que ça nous semble être une menace très forte pour les distributeurs classiques, parce qu'on est sur un parc de magasins qui est pour l'instant assez limité, même s'il augmente d'année en année. Alors, pour imaginer ça, par contre, deux cartes. Vous allez voir que c'est deux cartes qui parlent d'elles-mêmes. On a ici les indices de surconsommation des enseignes spécialisées Grand Frais, des enseignes spécialisées frais, type Grand Frais, qui représentent les 3/4 des dépenses sur le marché français. Comparons maintenant ces indices de consommation des enseignes spécialisées à l'indice de consommation des fruits et légumes, par exemple, dans la GMS. Donc, à gauche, des pôles de surconsommation qui sont marqués par la présence de grands frais. À droite, des indices de surconsommation qui semblent plus liés à l'absence d'un grand frais. Maintenant, imaginons, soyons fous, que Grand Frais décide de faire accroître, d'élargir son parc sur la zone atlantique, par exemple, sur tout ce qui est de la côte atlantique. Je rappelle juste les 3 éléments de Fred sur les critères de fréquentation des circuits spécialisés. Qualité, pour le redire, clarté des linéaires et exclusivité, et si possible, exclusivité en fonction de la zone de chalandise. Ce point est important, cette carte nous a tous surpris, cette importance de disparité entre les deux types de réseaux. Il est d'autant plus important que sur les foyers qui ont accès à ce type de réseau, à ce type de magasin, un foyer sur 5 a fréquenté au moins une fois ce type de magasin dans l'année. Sur ce foyer sur 5, 56% sont occasionnels, ok, mais dépensent quand même en moyenne 38 € par mois. Et 15% d'entre eux, qui viennent plus d'une fois par mois, donc courses régulières, dépensent en moyenne 75 € par mois. D'où l'importance à l'heure actuelle de prendre en considération ces consommateurs qui sont loin d'être des petits consommateurs sur ce type de segment. Troisième et dernier circuit qu'on a investigué de manière plus précise, les magasins bio, qui, vous l'avez vu, sont très surfréquentés à Paris, mais pas que. 3 premières raisons de fréquentation des magasins bio. On va retrouver exactement les 3 leviers de fréquentation qui sont en augmentation, comme je vous le montrais tout à l'heure. 1, la qualité des produits, un chiffre très élevé. 2, l'exclusivité. Et c'est vrai qu'on trouve des produits qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs dans les magasins bio. Et 3, le conseil. Donc on est sur un circuit qui nous semble être extrêmement porteur par rapport aux préoccupations des shoppers, avec une énorme interrogation qui est l'accessibilité prix. Parce que la raison de non-fréquentation des magasins bio, ce n'est pas tellement qu'il n'y en a pas autour, contrairement à ce qu'on voyait sur les autres circuits, c'est 1, le prix, 2, le montant des courses. Donc ça dit quand même un peu la même chose. Et qu'il y a une vraie question à se poser sur le bio de manière générale, sur l'accessibilité de prix de cette offre qui manifestement ne cible pas tout le monde. Alors le bio, c'est un peu une aventure. Le bio, beaucoup d'enseignes de supermarchés, qui sont des enseignes ou des coopératives, avec les Biocoop, les Naturalia, La Vie Claire, Bio C'est Bon, Natureo, etc. J'en ai noté ici qu'une partie, et je n'ai pas indiqué ici tout ce qui va être épicerie du centre-ville ou les ventes directes à la ferme. Beaucoup également de restaurateurs qui claiment le bio, type Exquis, type Bocaux, Cogent. On retrouve beaucoup de burgers bio, de produits sushi bio, de crêperies bio, etc. Et parmi ces enseignes, certains ont joué le jeu beaucoup plus loin en créant une notion d'univers du bio, un instant bio, parce qu'ils ont créé ces univers où vous allez avoir à la fois le magasin, à la fois le restaurant et à la fois ce que nous on appellerait boulangerie, mais qu'eux ils appellent panetière. On retrouve également ce type de concept chez Bio et Concept, Bioessence, pardon, et l'idée ici c'est de créer tout cet univers où on y passe le moment où on va retrouver tout ce dont on a besoin. 2 autres types d'enseignes sont des enseignes cosmétiques. Donc on va retrouver les Aromazone, Melvita, Avril, Zao, Mademoiselle Bio, qui sont en règle générale, dans la majorité, plus proposés online qu'en magasin direct. Des instituts de beauté et coiffeurs qui vont à la fois parler de la thérapie du cheveu, du côté bio et du côté zénitude de cet environnement.
On retrouve également des enseignes avec des activités diverses. Donc, dans les activités diverses, on va avoir les produits mode femme avec Ekiog, le pressing. On va avoir Greenwiz, donc un pure player, le meilleurvinbio.com, des produits pour le toutou, des produits pour les bébés, des produits pour laver sa voiture de façon écologique, voiture électrique, j'espère, des produits pour le jardin, des produits pour les e-cigarettes. On a même retrouvé dans les RI 360 des sites de rencontres amour et bio, comme quoi le concept va à l'heure actuelle jusqu'au bout. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Sur ce secteur d'activité, 80% des dépenses restent réalisées par l'alimentaire, que ce soit les supermarchés bio, les épiceries, ou les ventes à la ferme, suivies donc des cosmétiques et ensuite restauration. Frédéric parlait tout à l'heure d'un des freins qui est le panier moyen élevé. Alors, des fois, c'est le genre de frein qui est un frein qui n'est pas en fait une réalité. Donc, on s'est amusé à comparer les paniers moyens dans différents secteurs d'activité bio versus le panier moyen dans les mêmes secteurs d'activité en non bio. Et on voit globalement c'est une réalité. C'est une réalité dans les réseaux type supermarché, bio plus 10%, dans tout ce qui va être cosmétique, plus 6%, coiffeur, plus 22%, parapharmacie, plus 37%, parce que là on y retrouve en même temps des produits un peu pharmacie préventive. On va le retrouver sur le vin, on va le retrouver également sur les pure players qu'on a ici comparé à du drive de par le type de produit qui était proposé. Donc une réalité, le bio est vraiment plus cher que le non bio dans les circuits spécialisés. Maintenant, où consomme-t-on bio? En enseigne spécialisée alimentaire bio, une forte régionalisation sur les pôles plutôt urbains. Situation confirmée par les indices de consommation du bio en GMS, où on retrouve les mêmes pôles. La question maintenant, c'est de savoir qui sont-ils? Qui sont ces fréquentants d'enseignes bio, quelles qu'elles soient? Deux groupes qui font chacun 50% des dépenses. Le premier groupe, qu'on va appeler les bio-addicts, ne représente que 7% des fréquentants des enseignes bio. 7% des fréquentants qui vont plus d'une fois par mois. Et ce qu'on peut voir, c'est que la fréquence nous permet de dire que ce sont les achats tous les jours. Qui sont ces bio-addicts? Peu de surprises sur ce point, puisqu'on note une forte surreprésentativité des foyers à haut revenu, de par un panier moyen élevé, bien évidemment, et surtout une fréquence plus élevée. Et on note une surreprésentativité des familles avec enfants, et notamment des familles avec 2, 3 enfants et plus, dont le panier moyen est bien évidemment plus élevé. Ce type de foyer, eux, ils sont un peu tombés dedans. Quand on dit bio-addict, je pense qu'on mesure nos propos, parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils fréquentent l'alimentaire sur le bio, mais pas que. Ils vont aller fréquenter tous les types d'enseignes qu'on a pu voir précédemment. Ce sont des gens qui mangent bio, qui pensent bio, qui rêvent bio, qui respirent bio, et qui sont clairement rentrés dans ce type d'univers. Ce sont des clients qui vont aller acheter, qui vont rechercher. Alors, on dit souvent c'est des produits non marketés, parce qu'en vrac, parce qu'en bocaux, parce que très peu de couleurs, donc non marketés, mais qui finalement vont aller chercher des univers qui eux-mêmes sont très marketés, ambiance un peu papier craft, bois, verre, tout l'environnement qui va avec. Donc 7% de cette population qui reste quand même assez atypique et assez bien dans le concept. Les 93% restants, qu'on va appeler les bio-occasionnels, mais qui représentent aussi 50% des dépenses sur ce type de circuit, la question va être comment on va pouvoir, avec la grande distribution, capter ces 50%. Un nouveau challenge. Alors, le capter, c'est quelque chose qui est déjà en route. Quand on regarde sur Infoscan les évolutions du bio année après année, on voit qu'entre 2015 et 2013, la croissance était de plus 8%. 2016, plus 18, et cette croissance de 2016 semble se confirmer sur le premier trimestre 2017. Donc de vraies croissances depuis plusieurs années sur ce concept bio en GMS. D'autant que cette évolution se traduit par une certaine démocratisation de cette offre, puisqu'on retrouve à gauche notre carte avec les indices de consommation, et à droite, cette même carte, mais avec l'évolution des indices de consommation. Donc on voit que globalement, les pôles qui étaient sous consommateurs évoluent, au détriment bien évidemment, parce qu'ils ne sont de rééquilibrage, au détriment en termes d'indices de consommation des pôles qui étaient jusqu'à présent surreprésentés, surconsommés. Donc un rééquilibrage qui s'opère et une vraie offre au niveau de la grande distribution qui semble plaire aux consommateurs.
Maintenant, je vais poser une question. Je pose une question, mais je sais que Fred va y répondre, ce n'est pas innocent. Maintenant, le bio est-il un concept en soi? Est-ce qu'on peut s'imaginer que les 93% des bio-occasionnels vont passer dans ce monde du bio-addict? Est-ce que c'est une finalité en soi ou est-ce que c'est juste une caution, un critère à un instant T qui fait que? Est-ce que ça doit devenir une priorité numéro 1 pour les années qui viennent? Et là, je passerai la main à Fred qui vous l'expliquera au fur et à mesure de ces prochains éléments. Quel lancement, merci. Donc, comme vous l'avez compris, on va reparler du bio dans quelques instants et on va en dire un petit peu de mal du bio. Donc, comme vous l'avez vu, en termes de fréquentation des circuits, les comportements évoluent nettement avec un dénominateur qui est souvent commun, qui est la qualité. Donc, comme je le disais en introduction, anticiper les comportements futurs, pour nous, c'est comprendre ce qui est en train de changer et la façon de faire les courses dans les magasins dits classiques est en train de changer. Donc, troisième partie, quelles évolutions en termes de comportement d'achat dans les magasins? Même méthodologie, on se met dans les rayons, on se met dans les magasins, on regarde, on filme, on questionne pour comprendre ce que font vraiment les gens. Et il y a plein de choses qui changent, plein. Alors, on ne va pas parler de l'exhaustivité des changements actuels, on va en citer simplement 4. Le premier, c'est quand même compliqué de parler de la grande conso en ce moment sans parler de la promotion. C'est un changement qu'on constate de manière très profonde, qui est que la promotion structure de plus en plus les comportements et la façon de faire les courses. Et pour plein d'autres raisons que simplement la volonté de faire des économies. Ce n'est pas le sujet, donc on le met de côté. La qualité, on en a parlé pour expliquer les évolutions de fréquentation de circuits. On va en parler pour expliquer ce qui se passe dans les magasins. Phénomène assez marquant depuis quelques mois, le retour en force du plaisir pendant les courses, avec des évolutions de chiffres qui sont quand même assez étonnantes. Et c'est vrai que si on regarde les innovations sur 2016 qui sont les plus gros cartons, on a souvent des innovations qui sont des innovations plaisir. Alors évidemment, on va parler de Be Ready, mais il y a aussi une gamme de pizzas Sodebo qui relève franchement du plaisir. Il y a Mighty, qui est un produit qui n'est pas que du plaisir, mais qui est du plaisir. Donc il y a vraiment cette volonté de prendre du plaisir pendant les courses avec des produits de grande consommation. Et puis quatrième élément qui évolue dans des proportions importantes, l'attente de plus en plus forte de conseils pendant les courses, de gens dans les magasins, d'humains et de vie dans les magasins. On est dans un monde digital, donc un magasin, ça doit être vivant. Et le monde de la grande consommation, il est compliqué, il est de plus en plus compliqué, donc un magasin, ça doit apporter du conseil. Alors, on va s'intéresser à la qualité, qui est une préoccupation croissante et quasi universelle, puisqu'elle concerne tous les shoppers. Donc, deux questions simples. Est-ce que vous faites plus attention à la qualité des produits de grande consommation que vous achetez ces derniers mois? 83% nous disent oui. Et, plus embêtant, est-ce que vous consommez moins mais mieux? 82% nous disent oui. Et ils le font vraiment. Consommer moins mais mieux. Verbatim, je vais prendre un petit yaourt La Fermière, qui est très bon, quitte à manger moins de yaourt. Et on a juste à côté l'évolution du chiffre de l'ultra-frais laitier. Donc c'est la réalité. Donc ça nous a amené à nous poser la question des univers de produits sur lesquels les shoppers se déclarent insatisfaits par rapport à la qualité. Donc les trois premières réponses sont les suivantes, et on va commencer par le troisième, le jambon, enfin la charcuterie. Voilà. Et ça, c'est un univers de produits qui n'était pas cité l'an dernier. Voilà. Et on voit juste à côté l'évolution très préoccupante du jambon, enfin de la charcuterie. Deuxième réponse, l'hygiène beauté, donc, qui est le deuxième univers qui est cité sur les univers où la qualité n'est pas satisfaisante. Et vous connaissez, comme nous tous, les évolutions très négatives de l'hygiène beauté depuis maintenant un an et demi. Les premières réponses, surprise, la star des magasins, les fruits et légumes. Et je ne vais pas commenter, je vais juste lire le verbatim qui explique tout. Les légumes en supermarché, ce n'est pas assez frais. Chez Grand Frais, tiens donc, ils se conservent mieux et ils viennent tous de France. Voilà. Le niveau d'exigence augmente du fait des autres circuits. Alors cette notion de qualité, elle est compliquée à appréhender. Elle est subjective, elle dépend des catégories. Donc on a creusé ce point-là et assez vite, on se rend compte que la vraie qualité aujourd'hui, c'est le non-industriel. Voilà. C'est une phrase toute bête, hein, mais elle est fondamentale. La vraie qualité aujourd'hui, c'est tout ce qui exprime le non-industriel. Et les marqueurs de la qualité sont multiples. Une provenance concrète, je sais d'où ça vient.
le produit que j'achète, une fabrication à petite échelle, ce qui risque de poser problème à certains, une liste courte d'ingrédients que je lis sur le pack, et des ingrédients naturels et simples. Donc on voit que l'ingrédient du produit, qui est la réalité du produit, c'est un élément fondamental pour exprimer la qualité. Et ça a pour conséquence que ce qui exprime aussi les qualités, c'est que c'est bon ou c'est efficace, ou ça sent bon. Voilà. Les produits NA, on voit que c'est différent, que c'est moins industriel parce que les compositions sont courtes. Donc lorsqu'ils font leurs courses, ils recherchent tous ces signes de la qualité. Alors, encore une fois, le premier élément, c'est la qualité réelle et intrinsèque du produit. Donc, ce sont des produits performants, bons, comme la fermière. Mais c'est aussi le petit format, c'est la transparence. Ce sont tous les signes d'authenticité et de qualité, donc du mobilier en bois, des emballages en verre ou des emballages en grès. Alors attention quand même à ne pas trop surjouer l'authenticité, parce que ça risque d'entraîner un mouvement de rejet. Donc il ne faut pas aller trop loin, mais clairement la qualité dans l'esprit des gens, c'est ça. Donc on va revenir dans les magasins bio, pour constater que absolument tout ce qu'il y a dans un magasin bio, ça dit ça communique le non industriel. Les produits sont peu transformés, en provenance directe du producteur. Il y a du vrac à outrance, et le vrac, c'est la caricature de l'anti-industriel. Et puis les emballages sont des emballages souvent simples, il n'y a pas beaucoup d'effets marketing, les emballages ne sont pas très bavards, il y a de la transparence. On est presque, entre guillemets, sur de l'anti-pack. Et quand on voit ça, c'est quand même à se demander si les gens qui vont dans les magasins bio n'y vont pas d'abord parce que c'est non industriel, plus que parce que c'est bio. Alors si on revient en hyper en supermarché, lorsqu'on parle avec les gens dans les magasins sur la notion de qualité, en hyper et supermarché, il y a des discours et des comportements très ambivalents. Parce que d'un côté, ça ne va pas du tout de soi de bien consommer, de mieux consommer en hyper et supermarché. C'est le règne de l'industriel. Il y a des scandales en permanence, et le prix n'est plus un indicateur de la qualité des produits. Mais d'un autre côté, l'hyper, le super, la proxy, ça reste un référent absolu pour faire ses courses alimentaires en 2017, y compris que les jeunes, on l'a vu. Parce qu'il y a du choix, il y a de la diversité, parce qu'on est autonome et parce que, malgré tout, ça reste le circuit qui est perçu comme étant le moins cher. Donc, cette contradiction crée une tension dans la tête des gens, et qui dit tension dit évolution de comportement. Et en permanence, on ne va pas regarder dans le détail, mais en permanence, lorsqu'on est dans les magasins, on est avec des gens qui nous disent « Ah ben j'ai changé de produit, je prenais ça, maintenant je prends ça, j'ai arrêté de prendre ça, maintenant je prends celui-là. » Et pourquoi ? Pour des préoccupations autour de la qualité. Voilà. Ce n'est pas du discours, hein. Ce sont vraiment des comportements d'achat. On l'assure. Enfin, c'est des exemples pris au hasard, hein, sur les dosettes, sur les lessives, sur les œufs. Les arbitrages évoluent. Et ces arbitrages, on peut les regrouper en 4 grandes stratégies. Parce qu'on peut parler de stratégie. Pour acheter de la qualité pendant les courses PGC, les shoppers utilisent l'origine géographique, le fait maison, les produits sans et le bio. Alors, l'origine géographique, on constate que très souvent, c'est l'un des principaux marqueurs de la qualité produit sur les PGC. Et il y a 2 notions. Il y a le Made in France et il y a le local. Le Made in France, ça dit sécurité, traçabilité. Au moins, quand c'est fait ici, en France, les normes de production sont respectées. Le local, c'est un petit peu différent. Le local, ça dit performance produit, ça dit qualité. Et quand on creuse cet élément-là, de manière un peu surprenante, on se rend compte que l'origine géographique est beaucoup plus décisive lorsqu'on achète une marque de distributeur qu'une marque nationale où c'est plus une réassurance, et que cette mention sur l'origine géographique est beaucoup plus décisive lorsqu'on est avec des shoppers modestes que des shoppers aisés. Deuxième stratégie pour consommer de la qualité, acheter de la qualité, un chiffre, pour prouver ce que je viens de vous dire, qui est que depuis 5 ans, si on regarde l'évolution au chiffre d'affaires des fabricants locaux et des petites boîtes, c'est plus 20%. Donc sans commune mesure avec l'évolution des grands groupes. Deuxième stratégie, j'en parlais, le fait maison. Donc quasiment un tiers des personnes qu'on a interrogées nous disent faire de temps en temps des produits de grande consommation eux-mêmes, chez eux. Voilà. Et il y a plein d'univers qui sont concernés. Donc, les yaourts, mine de rien, 32% de 28%, ça fait quasiment 10% des shoppers qui font leurs yaourts. L'hygiène beauté est concernée, dans des proportions importantes. L'entretien est concerné.
Mais il y a aussi plein d'autres univers. Et lorsqu'on demande mais pourquoi vous faites vos propres produits chez vous, la première réponse, c'est le plaisir. J'aime ça. Deuxième réponse, c'est meilleur, ou c'est plus efficace. Troisième réponse, ça me rassure sur les ingrédients. Donc triple bénéfice. J'aime le faire, il y a plus de plaisir, c'est plus performant, et ça me rassure sur la qualité. Et donc là, à ce moment-là, on ne peut pas ne pas parler de la star, une autre star des magasins, qui est le vinaigre blanc, mais ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Et ce n'est pas de la fausse valorisation. C'est-à-dire qu'on est sur un produit qui cartonne vraiment dans les magasins. Et quand je parle de valorisation, ça vaut 70 centimes une bouteille de vinaigre blanc. Et à entendre les shoppers dans les magasins, ça fait plein de choses formidables. Troisième stratégie, alors c'est à la fois une stratégie shopper et une stratégie industrielle, c'est intéressant, c'est les produits sans. Donc on voit une envolée des produits qui revendiquent le sans, de manière parfois très visible sur les emballages. Donc on a fait quelque chose de simple, on est allé interroger dans les rayons des personnes qui venaient d'acheter un produit sans, pour comprendre ce qui s'était passé. On leur a demandé ce qu'ils avaient en tête, pourquoi ils ont acheté, pour constater que la mention sans est la première raison d'achat du produit avant la marque. Et sur les clés d'entrée, je ne vous le montre pas ici, mais la clé d'entrée, qu'est-ce que j'ai en tête avant d'acheter ce produit? La mention sans est bien avant la marque. Donc ça veut dire qu'on est sur une promesse, le sans quelque chose, donc le sans huile de palme, le sans parabènes, le sans antibiotiques sur le jambon, qui modifie de manière très structurelle les comportements d'achat. Et c'est intéressant pour une marque, parce que dans 17% des cas, la personne qui a acheté le produit nous a dit avant la mention sans, cette marque-là, ce n'était pas une marque que j'achetais. La mention sans recrute pour une marque. Et 17%, c'est beaucoup. Hein. Parce que ça, c'est une marque que je n'avais pas achetée avant. Hein. Pour vous donner la comparaison, la promo en tête de gondole, c'est 3% de recrutement sur une marque, sur les PGC. Donc ça a l'air formidable tout ça. L'énorme problème, c'est que la télécommande ne marche plus, c'est que les 3/4 des shoppers nous disent que depuis l'apparition des produits sans sur la catégorie, ils se méfient beaucoup plus de la catégorie. Et le fait de mettre le doigt sur les antibiotiques sur le jambon ou sur le parabène sur les produits d'hygiène beauté, à moyen terme, c'est dangereux pour la catégorie. Donc les produits sans, c'est une très bonne idée pour gagner de la part de marché à court terme. De notre point de vue, c'est une bêtise pour l'avenir des catégories. Il faut le faire, il faut enlever les ingrédients, mais il ne faut pas le dire. Ou en tout cas, il ne faut pas en faire une arme marketing. Il n'y a plus de pile. Hein. Hop. Le bio. On vous avait promis qu'on terminerait par ça. Donc, le bio, il n'y a aucun doute, c'est formidable. Plus 16% au chiffre d'affaires, tout le monde se précipite dessus. La réalité, c'est qu'on parle avec des gens dans les magasins, on n'entend pas que du positif sur le bio, et on constate que souvent, l'achat de bio, c'est un achat par défaut, parce qu'à l'heure actuelle, sur les PGC, il n'y a pas de label qualité transversale. Et que le bio fait office, plus ou moins bien, de label qualité transversale. Et on entend des choses plutôt négatives sur le bio chez monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Je n'ai pas de garantie sur l'origine et la qualité de tous les ingrédients de ce produit. Il y a les dimensions opportunistes qui est évidemment notée. Et puis le plus important, c'est le dernier à droite. Si je veux de la qualité, il y a mieux que le bio. Et c'est le local. Et donc, on interroge monsieur, madame, tout le monde, donc le shopper moyen, et qu'on leur demande qu'est-ce qui dit la qualité d'un produit, la mention bio apparaît en 9e position. Après la composition, l'origine, le prix, la marque, etc., 9e position. Et dans les magasins, on entend pas mal de choses plus ou moins négatives sur le bio. Voilà, le bio, j'y vais jamais, tout ça c'est pour vendre plus cher. J'aime pas trop, tout se ressemble, c'est pas très attirant, et c'est vrai que les rayons bio, tout comme les magasins bio, souffrent d'un manque de ludicité. J'achète pas bio, de toute façon c'est moins bon, ou ça n'existe pas. Voilà, ils disent que c'est bio, mais c'est pas vrai. Le bio c'est beaucoup plus cher, encore une fois. Voilà, il n'y a pas de choix pour les enfants, il y a toujours des produits bizarres, et c'est vrai, le boulgour c'est bizarre. Et le constat de tout ça, c'est que les 2/3 des shoppers achètent régulièrement des produits locaux, 60% achètent des produits sans, et 32% seulement achètent des produits bio. Donc ça pose quand même pas mal de questions sur l'avenir de cette promesse-là. Et donc, en conclusion de cette partie, sur quel type de produits souhaitez-vous plus de choix? Les deux premières réponses, et de loin, c'est les produits sans, et c'est les produits locaux. Puis le Made in France, et le bio arrive en 5e position. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je ne dis pas que ce n'est pas bien le bio. Mais attention, un retournement de l'image du bio est tout à fait possible.
Donc 2 minutes pour conclure. Oui, time out, effectivement. Donc pour anticiper l'avenir, la première des priorités, c'est de réaliser que ça change autour de vous. Donc les shoppers changent, on l'a vu, et surtout, vos concurrents, les autres circuits, bougent à une vitesse grand V. Et pour anticiper l'avenir, de manière un peu paradoxale, ce qu'il faut faire, c'est de revenir aux fondamentaux. Voilà. Le premier des fondamentaux, c'est le produit. Donc ça veut dire des produits de qualité, avec des ingrédients simples, avec des signes extérieurs de qualité, et avec les nécessités de faire essayer, de faire tester. Et ça va dans ce sens-là. On ne commence pas par le 2 avant le 1. On ne commence pas à dire qu'on est de la qualité sans que le produit soit un produit de qualité. Ça, c'est une priorité pour les industriels et les distributeurs. Deuxième fondamental, le magasin. On a compris pourquoi ils vont dans les autres circuits, pourquoi ils vont chez Grand Frais, chez Sephora ou dans les magasins bio. Et ça relève aussi beaucoup de la manière dont les magasins sont tenus. Donc on parle ici de clarté, de signes de la qualité, parce qu'un magasin, ça doit travailler les signes de la qualité. On a travaillé il n'y a pas très longtemps sur Leclerc-Levallois, qui travaille très bien parce que la personne qui rentre dans ce magasin-là va recevoir plein de petits signes de la qualité, avec des mots, avec certains matériaux, avec pas mal de petites choses, qui vont convaincre les clients de ce magasin que les produits sont de meilleure qualité ici qu'ailleurs. Et puis quand on parle d'expérience, de vie et de conseil, c'est tout sauf un poncif et un discours. Ça fait changer de circuit, ça fait changer de magasin. Et enfin, le levier sur lequel on en parlait en introduction, les distributeurs et les industriels doivent travailler ensemble, c'est l'assortiment. Nécessité absolue d'adapter l'assortiment d'un magasin à la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est les shoppers qui sont autour, et c'est les concurrents, les circuits concurrents qui sont autour. S'il y a un magasin bio et pas de magasin bio, s'il y a un Grand Frais ou pas de Grand Frais, ce n'est pas la même chose. Et puis, dernière idée, vous l'avez compris, c'est ce qui se développe le plus en ce moment, c'est l'exclusivité de l'offre. De plus en plus, on choisit un circuit plutôt qu'un autre parce que dans ce circuit ou dans ce magasin, il y a des produits que je ne vais pas trouver ailleurs.